Regardez cette voiture, la Bugatti Type 57 Atlantique. Produite dans les années 1930 à seulement 4 exemplaires. 3 existent encore aujourd'hui. L'une d'elles a été estimée entre 30 et 40 millions de dollars. C'est l'une des voitures les plus rares et les plus précieuses jamais construites. Elle a pourtant été conçue et fabriquée en France, à Molsheim, par Ettore Bugatti. À une époque, Bugatti n'était pas une marque parmi d'autres, c'était une référence mondiale. Dans les années 1920, la Type 35 domine les circuits avec plus de 2000 victoires. Les élites européennes s'arrachent ces modèles. La France possède alors l'un des noms les plus prestigieux de l'automobile de luxe. Et puis, plus rien de clair. Après la mort d'Ettore Bugatti, la marque entre dans une longue période de déclin. Reprises successives, projets avortés, absence de vision industrielle solide. Résultat, Bugatti n'est plus française et aujourd'hui contrôlée par des intérêts étrangers. Et c'est là que le malaise commence. Parce que Bugatti, comme d'autres noms industriels majeurs, n'a pas disparu faute de talent, ni faute d'histoire, mais dans une forme d'indifférence, presque silencieuse. Cette vidéo pose une question simple. Comment l'une des plus grandes marques françaises du luxe a-t-elle pu quitter le pays sans véritable opposition ? Chapitre 1 1909-1947 Ettore Bugatti, l'homme qui pensait différemment. Pour bien comprendre ce que Bugatti représente, il faut d'abord que vous connaissiez l'homme. Parce que sans Ettore, il n'y a pas de marque, il n'y a rien. Ettore Arco Isidoro Bugatti naît le 15 septembre 1881 à Milan. Son père, Carlo, est designer et ébéniste reconnu. Ses œuvres sont exposées aujourd'hui au Victoria and Albert Museum de Londres. Son frère Rembrandt devient sculpteur animalier de renom. Vous voyez dans quelle famille il grandit. Une famille où la beauté d'un objet et sa perfection technique ne sont pas deux choses séparées. Elles sont la même chose. Ettore va porter cette conviction toute sa vie. Il construit sa première voiture à 17 ans. Pas un projet scolaire, une vraie voiture équipée d'un moteur Dedion-Bouton qui remporte une médaille à l'exposition internationale de Milan en 1901. Il a 20 ans. Les constructeurs de l'époque le remarquent immédiatement. De Dietrich, en Alsace, lui propose de concevoir des modèles sous son nom dès 1902. Puis Matisse à Strasbourg, puis Dodge en Allemagne. Ettore n'a pas 30 ans et les plus grands noms de l'automobile naissante se l'arrachent. Mais travailler pour les autres ne lui suffit pas. Sa vision est trop précise, trop personnelle, trop intransigeante pour être diluée dans des compromis industriels. En 1909, il prend une décision simple. Il monte sa propre affaire. Il choisit Molsheim, une petite ville d'Alsace de quelques milliers d'habitants, alors territoire de l'Empire allemand depuis 1871. Il y loue une ancienne teinturerie, signe le bail le 20 mai 1909 et commence à transformer les lieux. Ce qu'il construit là n'est pas une usine au sens industriel du terme, c'est un domaine. Des ateliers d'une propreté chirurgicale où les sols sont lavés chaque jour. Une écurie de chevaux pur sang parce qu'Ettore considère qu'un homme qui comprend la mécanique doit aussi comprendre l'animal. Un hôtel pour accueillir les clients qui viennent de toute l'Europe récupérer leurs commandes en personne. Des jardins soignés avec le même soin que les moteurs. Ettore Bugatti ne vend pas des voitures, il fait entrer ses clients dans un univers dont il contrôle chaque détail. Sa philosophie technique tient en quelques principes qu'il ne transige jamais. La légèreté avant tout, il considère qu'un châssis léger vaut mieux qu'un gros moteur, la précision horlogère sur chaque composant. Des témoins d'époque rapportent qu'il renvoyait des pièces à l'atelier pour des défauts imperceptibles à l'œil nu, des tolérances de quelques centièmes de millimètre. Et une règle absolue, aucun compromis sur la qualité, quelle que soit la pression commerciale. Les résultats arrivent vite. La Type 13 remporte les 4 premières places au Grand Prix de Brescia en 1921, puis vient la Type 35, présentée au Grand Prix de Lyon en 1924. Cette voiture va accumuler plus de 2000 victoires en compétition entre 1924 et les années 1930, un record qui n'a jamais été approché par aucun autre modèle dans l'histoire du sport automobile. Les meilleurs pilotes du monde veulent une Bugatti. Tazio Nuvolari,
Louis Chiron, William Grevant-Williams, premier vainqueur du Grand Prix de Monaco en 1929, sur une Type 35B. En parallèle, construit la Type 41, surnommée la Royale. 6 exemplaires produits entre 1926 et 1933. Un moteur de 12,7 litres, plus de 5 mètres de long, conçu explicitement pour les têtes couronnées d'Europe. Avec la modestie légendaire qu'on lui connaît, Ettore déclarait qu'il refuserait de vendre une Royale à un client qu'il ne jugerait pas digne de la conduire. 6 exemplaires existent encore aujourd'hui dans des collections privées ou musées. Leur valeur est estimée entre 20 et 50 millions de dollars chacun selon les exemplaires. Et puis il y a la Type 57 Atlantique. 4 exemplaires construits entre 1936 et 1938, carrosserie en aluminium riveté à la main. Ettore ne savait pas souder l'aluminium, alors il le rivetait, et cette contrainte technique est devenue la signature visuelle la plus reconnaissable de la voiture. Une crête dorsale qui court sur toute la longueur, des passages de roues sculptés, une silhouette que les historiens de l'automobile placent régulièrement en tête des plus belles voitures jamais construites. L'un des 3 exemplaires connus aujourd'hui a été vendu en 2010 pour un montant estimé entre 30 et 40 millions de dollars. La transaction exacte n'a jamais été officiellement confirmée, mais les experts s'accordent sur cette fourchette. Mais 1939 arrive. Et avec elle, un drame personnel qui va briser quelque chose en Ettore de façon définitive. Son fils Jean, qu'il a formé, qu'il considère comme son successeur naturel, qui pilote et conçoit pour la marque depuis des années, meurt le 11 août 1939 lors d'essais sur la route de Strasbourg à Colmar. Il teste une Type 57C Tank modifiée. Il a 30 ans. Le choc est tel qu'Ettore ne retournera plus jamais vraiment à Molsheim. La guerre arrive quelques semaines plus tard, les Allemands occupent l'Alsace, l'usine est réquisitionnée. Ettore passe les années de guerre entre Paris et la Corrèze, tente après la libération de récupérer ses biens séquestrés, se bat dans les procédures juridiques épuisantes. Le 21 août 1947, Ettore Bugatti meurt à Paris d'une embolie pulmonaire. Il a 65 ans. Il laisse derrière lui une usine, une marque, une philosophie et des machines que le monde entier s'arrache encore aujourd'hui à des prix que personne n'aurait imaginé de son vivant. Ce qui se passe ensuite, vous devez le savoir, parce que c'est là que l'histoire bascule et que la France commence à laisser filer quelque chose qu'elle ne récupérera jamais vraiment. Chapitre 2. 1947-1987, quand une légende agonise dans l'indifférence. Quand Ettore Bugatti meurt en août 1947, il laisse derrière lui un vide que personne ne pourra combler. Et tout le monde le sait, à commencer par son fils Roland. Roland Bugatti n'est pas Jean. Jean était le successeur naturel, celui qu'Ettore avait formé, celui qui avait la mécanique dans le sang autant que son père. Jean est mort en 1939. Roland, lui, est un homme cultivé, honnête, attaché à la marque familiale, mais il n'a pas le génie technique d'Ettore. Personne ne l'a. Et dans une maison qui reposait entièrement sur la vision d'un seul homme, cette absence se fait sentir immédiatement. Roland reprend les rênes avec ce qu'il a. Il essaie, sincèrement. En 1951, Bugatti présente la Type 101, une voiture qui reprend la mécanique de la Type 57 d'avant-guerre sur une carrosserie modernisée. Elle est belle, bien construite, digne du nom qu'elle porte, mais elle arrive dans un monde qui a changé radicalement en 10 ans. L'automobile de prestige n'est plus ce qu'elle était dans les années 30. Les clients ont évolué, les attentes aussi, et surtout, la concurrence italienne est en train de changer toutes les règles. Vous devez comprendre ce qui se passe en Italie dans ces mêmes années pour mesurer le problème. Enzo Ferrari fonde sa marque en 1947, la même année que la mort d'Ettore. Il construit un mythe avec une cohérence et une agressivité commerciale qu'Ettore n'aurait jamais acceptée, mais qui fonctionne parfaitement dans l'après-guerre. Maserati monte en puissance. Et en 1963, Ferruccio Lamborghini, un fabricant de tracteurs qui s'est disputé avec Enzo Ferrari sur la qualité de son embrayage, décide de construire ses propres voitures de sport. En moins de 10 ans, Lamborghini devient une référence mondiale du très haut de gamme.
Ces marques italiennes ont quelque chose que Bugatti n'a plus après 1947, un visionnaire aux commandes, une direction claire et un écosystème national qui les soutient, les valorise, en fait des symboles de l'excellence industrielle nationale. L'Italie comprend très tôt que Ferrari et Lamborghini ne sont pas que des constructeurs automobiles, ce sont des ambassadeurs, et elle les traite comme tels. À Molsheim, on tâtonne. La Type 101 ne trouve que 7 acheteurs. 7 pour une voiture construite par la maison Bugatti. Le chiffre dit tout. Roland cherche d'autres voies pour faire vivre l'usine, des projets de moteurs d'avion, des études de véhicules militaires, de la sous-traitance industrielle. Et il y a même des discussions autour de l'électrique. Oui, Bugatti parle de voitures électriques dans les années 50, ce qui en dit long sur la capacité d'anticipation technique de la maison. Mais aucun de ces projets n'aboutit vraiment. L'usine survit plus qu'elle ne se développe. Les années 60 arrivent. Roland Bugatti meurt en 1977. La marque avait déjà changé de main. Hispano-Suiza, le constructeur espagnol reconverti dans l'aéronautique, rachète l'usine de Molsheim en 1963 et l'utilise principalement pour fabriquer des pièces aéronautiques. La production automobile s'arrête complètement. Molsheim tourne, mais plus aucune voiture Bugatti n'en sort. La marque existe encore sur le papier, dans les registres, dans les archives, dans la mémoire des collectionneurs, mais industriellement, elle est en état de mort clinique. Les années 70 voient défiler des projets et des repreneurs potentiels. Des entrepreneurs qui voient dans le nom Bugatti une valeur considérable, et ils ont raison, le nom vaut de l'or, mais qui n'ont pas les ressources ou la vision pour concrétiser quelque chose de solide. Un projet de supercar à moteur central dans les années 70, piloté par un designer italien, n'aboutit pas. Des discussions avec des investisseurs américains, des Moyen-Orientaux, rien de concret. Et l'État français dans tout ça? C'est là que ça devient vraiment difficile à défendre. À diverses périodes, des structures publiques ou parapubliques ont des liens avec le site de Molsheim, via Hispano-Suiza notamment, qui travaille étroitement avec l'industrie aéronautique française, financée en grande partie par l'État. Il y aurait eu des leviers à actionner, des décisions à prendre. Soit on investit clairement dans la renaissance de la marque, soit on organise proprement sa cession à un repreneur solide. Ni l'un ni l'autre ne se fait vraiment. On laisse traîner. On gère l'urgence du moment sans jamais traiter le fond. Pendant ce temps, regardez ce qui se passe en Allemagne. Porsche, fondée en 1948 sur les décombres de l'après-guerre, devient en 30 ans une des marques automobiles les plus profitables au monde, avec un soutien étatique discret mais constant, une politique industrielle cohérente et une région du Bade-Wurtemberg qui traite ses constructeurs automobiles comme des trésors nationaux à protéger. En Italie, Ferrari est nationalisé partiellement par Fiat en 1969, pas pour le démanteler, pour lui donner les moyens de ses ambitions. Ces pays ont compris quelque chose que la France n'a visiblement pas compris. Une marque automobile de prestige, ce n'est pas juste une entreprise, c'est un patrimoine, un symbole, un outil de rayonnement national qui vaut bien plus que sa valeur comptable. La conclusion de ces 40 années d'agonie arrive en 1987. La société historique Bugatti est en sommeil depuis longtemps lorsque le nom et les droits de la marque sont rachetés par l'entrepreneur italien Romano Artioli. La légende qui avait dominé les circuits mondiaux dans les années 20, qui avait produit ce que beaucoup considèrent comme les plus belles voitures jamais construites, finit ainsi son premier chapitre français dans une longue et lente agonie. Pas victime d'un accident industriel brutal, pas emportée par une révolution technologique qu'elle n'aurait pas vu venir, épuisée, lentement, par 40 ans de décisions insuffisantes, de projets avortés et d'une indifférence collective qui a laissé une légende se vider de sa substance sans que personne ne juge vraiment utile d'intervenir. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que le nom Bugatti, lui, est toujours debout. Et ce qui va se passer ensuite va vous montrer exactement combien ce nom valait et qui a fini par en profiter. Chapitre 3. 1987 aujourd'hui. Le génie alsacien sous pavillon étranger. La société historique Bugatti est en sommeil depuis longtemps. Le nom existe encore. Les murs de Molsheim sont toujours debout, mais industriellement, c'est terminé. Et c'est là qu'un homme arrive. Un homme qui n'est pas français. Romano Artioli est un entrepreneur italien. Concessionnaire automobile, homme d'affaires, passionné de voitures de sport, il voit dans le nom Bugatti exactement ce qu'il est. Une valeur considérable, sous-exploitée, disponible.
Il rachète la marque en 1987. Et sa première décision est symbolique de tout ce qui va suivre. Il ne relance pas la production à Molsheim. Il construit une nouvelle usine à Campo Galliano en Italie, dans la région de Modène, le berceau de Ferrari et Lamborghini. La rupture géographique est totale. Bugatti quitte l'Alsace pour la première fois de son histoire. Ce que vous devez reconnaître à Artioli, c'est l'ambition. La EB110, le modèle qu'il présente le 15 septembre 1991, jour du 110e anniversaire de la naissance d'Ettore, est une voiture techniquement remarquable. 4 turbos, moteur central de 3,5 litres, transmission intégrale. La version Super Sport développe 611 chevaux, la GT autour de 560. Elle atteint 342 km/h en vitesse maximale. Les journalistes spécialisés la saluent. Sur le papier, le retour de Bugatti est réussi. Mais le timing est catastrophique. La crise économique de 1992-93 frappe durement le marché des voitures de luxe. Les commandes s'effondrent. Les clients qui avaient signé des bons de commande se rétractent. Artioli tient quelques années, produit environ 139 exemplaires de la EB110 et tente de diversifier avec un projet de rachat de Lotus, mais les finances ne suivent plus. En 1995, Bugatti Automobili dépose le bilan. 8 ans après le rachat, le deuxième échec. Le nom est à nouveau disponible, et cette fois, c'est Volkswagen qui se positionne. Le groupe allemand rachète Bugatti en 1998. Et là, quelque chose d'assez ironique se produit. Volkswagen ramène la production à Molsheim. Le site alsacien retrouve une activité après des décennies de mise en sommeil. Un atelier ultramoderne est construit, inauguré en 1999 sur les terres mêmes où Ettore avait planté sa vision en 1909. Les touristes peuvent visiter, le restaurant gastronomique rouvre, Molsheim redevient Bugatti. Mais ce que Volkswagen construit à Molsheim, vous devez comprendre ce que c'est vraiment. Ce n'est plus une marque automobile au sens traditionnel du terme, c'est une vitrine technologique, un laboratoire d'images. L'Aveyron sort en 2005 avec ses 1001 chevaux, ses 8 litres de cylindrée, ses 10 radiateurs. La Chiron en 2016 avec ses 1500 chevaux et son prix de base à 2,4 millions d'euros. Des machines qui repoussent les limites de ce qu'une voiture de route peut faire, mais produites à quelques dizaines d'exemplaires par an, vendues à une clientèle de milliardaires et financées par les profits du groupe Volkswagen qui vend par ailleurs des millions de Golf et de Passat dans le monde entier. Ettore Bugatti construisait des voitures de course que des pilotes amateurs pouvaient acheter et engager en compétition le week-end. Ce modèle-là n'existe plus. Et puis, en 2021, officiellement finalisé en 2023, Volkswagen conclut un accord avec Rimac. Naît alors Bugatti Rimac, une joint venture où le groupe croate Rimac détient 55% et Porsche, filiale de Volkswagen, 45%. Une start-up croate fondée en 2009 par Mate Rimac, spécialisée dans les groupes motopropulseurs électriques haute performance. Une entreprise sérieuse, reconnue dans son domaine, dont les technologies équipent plusieurs constructeurs de supercars. Mais une entreprise croate de 15 ans d'existence. La marque, née à Molsheim en 1909, appartient aujourd'hui majoritairement à Zagreb. Prenez le temps de mesurer la trajectoire. 1987, rachat par un Italien. 1998, rachat par un Allemand. 2023, contrôle majoritaire confié à un Croate. À aucun moment dans ces 40 ans, une entreprise française, une structure publique française, un fonds d'investissement français n'a jugé que le nom Bugatti valait la peine d'être gardé en France. Alors que Ferrari est protégé par l'Italie comme un trésor national. Que Porsche est indissociable de l'identité industrielle allemande. Que Rolls-Royce est traité par les Britanniques comme un symbole intouchable. Molsheim produit encore des voitures aujourd'hui. L'atelier tourne, le nom est sur les carrosseries. Mais le contrôle de la marque appartient à d'autres. Le savoir-faire accumulé là-bas profite à d'autres. Et les marges considérables générées par des voitures vendues entre 1 et 3 millions d'euros vont dans des caisses étrangères. Bugatti n'est pas mort faute de talent, pas mort faute de réputation. Le nom vaut aujourd'hui des centaines de millions d'euros, la preuve que la valeur était bien bas. Il est mort faute d'une conviction française simple, que certaines choses méritent qu'on se batte pour les garder. Pas par sentimentalisme, par intelligence économique et industrielle. C'est toujours le même film, et on n'a toujours pas changé de scénariste. Likez si vous pensez que la France aurait dû se battre pour garder Bugatti.
Commentez le nom de la prochaine marque française dont vous voulez qu'on raconte l'histoire, parce qu'il en reste encore beaucoup. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Chaque semaine, on remet une pièce de ce puzzle industriel en place. BTP Power, on ne construit pas petit. À très vite.